Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vendredi 14h. Une émission écourtée aujourd'hui pour cause de Festival de Cannes. L'équipe est en partance pour vous proposer à partir de samedi prochain, tous les jours, un Cannes 14h. Et oui, Vendredi 14h se délocalise. On sera au festival sur la plage Magnum de la Croisette. On a encore un pied à Paris ce vendredi pour vous parler du festival, de sa sélection, des films les plus attendus et un invité très spécial et très cher à mon cœur, que je suis très heureuse de recevoir, c'est Gilles Jacob. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être des nôtres. Peut-être que certains l'oublient, mais vous avez été réalisateur, vous avez été également délégué général du Festival de Cannes, évidemment, cela on s'en souvient. Vous avez présidé le Festival de Cannes pendant de nombreuses années et vous êtes aujourd'hui président d'honneur de ce Festival international du film. Vous publiez aux éditions Plomb un très volumineux dictionnaire amoureux du Festival de Cannes, un livre à offrir à tous les cinéphiles. Vous y passez au crible le festival, vous livrez de nombreuses anecdotes, un festival auquel vous avez assisté chaque année depuis 1964, sans jamais y être infidèle. Alors avant d'en parler avec vous, le Festival de Cannes en chiffres et en 60 secondes chrono, par Anne Le Gouelch. Le Festival de Cannes soufflera cette année ses 71 bougies. 70 éditions placées sous le signe de la passion et de l'émotion. 8 cinéastes ont décroché 2 fois la Palme d'Or. Les États-Unis caracolent en tête avec 22 récompenses, suivis par la France, 13, l'Italie, 12 et le Royaume-Uni, 10. Un film primé génère en moyenne 920 000 entrées en France. Mais quand Tarantino attire 3 millions de spectateurs avec Pulp Fiction, Bill et Auguste n'en déplacent que 92 000 pour les meilleures intentions. Un festival en pleine mutation. Jane Campion est la seule réalisatrice à s'être vue décerner le précieux Sésame et seules 4 femmes ont été récompensées sur 111 lauréats concernant les prix de la mise en scène et du scénario. En 2012, la sélection officielle ne comptait encore que des films réalisés par des hommes. Depuis 4 ans, un film sélectionné sur 8 environ est réalisé par une femme, comme c'est le cas cette année. Autre symbole fort, Cate Blanchett présidera le jury de la compétition officielle, 12e présidente en 71 éditions, avec un jury composé à 50% d'hommes et de femmes. Cannes, c'est aussi un budget annuel de 20 millions d'euros, 157 000 visiteurs, 4 500 journalistes et techniciens accrédités, plus de 8 000 chambres d'hôtel réservées, 360 000 flûtes de champagne remplies et 1 800 mètres de tapis rouge utilisés pendant 12 jours pour couvrir les 24 marches qui peuvent changer à jamais la vie d'un ou d'une cinéaste. Verdict, le 19 mai. Gilles Jacob, avec vous, en tant que délégué général, puis en tant que président, le Festival de Cannes a pris une autre dimension. Il s'est beaucoup porté avec une programmation très engagée politiquement, d'une part, il s'est beaucoup porté sur le cinéma engagé étranger, et puis il a pris aussi une dimension beaucoup plus médiatique. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée à la fois de le programmer ainsi de façon beaucoup plus engagée politiquement avec les films étrangers et en même temps d'en faire un immense événement médiatique? Et quand je suis arrivé, mon prédécesseur, Robert Favre-Lebray, qui a été en quelque sorte, avec Philippe Erlanger, l'inventeur du Festival de Cannes, m'a donné une mission qui était de développer. On avait gagné l'indépendance diplomatique. Depuis 1972, le festival choisissait ses films lui-même. Et donc, il fallait gagner l'indépendance politique, l'indépendance professionnelle et l'indépendance artistique et financière. Et donc, j'ai décidé de songer au renouvellement des générations de grands cinéastes dont certains disparaissaient, ils arrêtaient de travailler, ils partaient en retraite ou ils mouraient. Et donc, il fallait absolument... Et là, dès le départ, j'ai créé ce qu'on appelle la Caméra d'Or, qui était un prix pour n'importe quelle section de Cannes pour un premier film. Et ce premier film, une fois qu'il était fait et qu'il recevait la Caméra d'Or, était connu dans le monde entier et la personne était assurée de faire un second film et même un troisième, ce qui était un événement important. Plus tard, j'ai créé la Ciné Fondation pour les films d'étudiants, c'est-à-dire on prenait encore avant d'être metteur en scène, en fin d'études, pour devenir metteur en scène. Donc c'est la cohérence de cette action d'un point de vue artistique qui m'intéressait et je suis arrivé à le faire. Après, il y a eu le développement dans 3 axes, le marché du film, avec l'arrivée du Nouveau Palais en 1983, puis l'arrivée des télévisions, qui a été énorme, avec l'accord Canal+, qui dure toujours encore aujourd'hui, et puis le déploiement des grands partenaires. On a créé un club des grands partenaires qui nous donnait l'argent suffisant pour faire des actions indépendantes de montrer les films. Qui vous permettait de rester indépendant. Est-ce que vous diriez que le festival aujourd'hui
est une vigie politique? Alors, il doit l'être. Une vigie, il doit, 6 mois avant tout le monde, prévoir ce que vont être les grands cinéastes de demain. Parce que montrer des films des grands cinéastes connus, on va dire Ken Loach ou Almodovar, c'est très plaisant, c'est très agréable, tout le monde est ravi. Mais c'est pas très difficile. À partir du moment où on est en bon terme avec eux, on montre leurs films. Découvrir, mettons, Nanni Moretti en montrant son premier film qui était en Super 8 dans la grande salle de Cannes, ça c'est plus compliqué. Et c'est vers quoi il faut tendre. Et puis, il y a les sélections, effectivement, vous parliez de la Caméra d'Or, il y a la grande sélection officielle, et puis il y a toutes les sections parallèles qui sont... La quinzaine, la semaine de la critique. Donc, ce sont des sections qui sont très intéressantes parce qu'elles ont peut-être moins de moyens et des salles plus petites, mais justement, elles peuvent oser davantage. Et ce sont des aiguillons pour le festival officiel pour l'empêcher de s'endormir. Et c'est très bon. Est-ce que le festival de Cannes est unique au monde, et pourquoi? Alors, unique au monde, non, parce que le Festival de Venise, qui a commencé avant lui, est fondé sur le même schéma, mais tout de suite, il a un décor merveilleux, tout le monde adore Venise, une hôtellerie satisfaisante, mais il n'y a pas de place pour un marché du film. Par conséquent, l'industrie du cinéma, si elle ne fonctionne pas, ça ne peut pas coller. Ça ne peut pas être simplement de montrer des films à des cinéphiles, ou alors on est un plus petit festival. Mais les grands festivals internationaux, qui sont principalement Berlin, Venise, Cannes et maintenant Toronto, et également un festival à Busan en Asie, ont tous besoin d'un marché du film. Toronto, c'est un très grand marché. Qu'est-ce que vous répondez, du moins, à ceux qui disent que le festival aujourd'hui est plus bling-bling que glamour, qu'il est devenu vulgaire, qu'il n'y a plus, que les stars n'ont plus la même aura, et que, voilà, que le festival n'est plus le grand rendez-vous à la fois du cinéma et de l'élégance qu'il a pu être? Je leur donne pas tort. Je leur donne pas tort, mais il faut comprendre aussi que le public qui, autrefois, se promenait sur la Croisette et rencontrait Sophia Loren comme ça, dans la rue, sans aucune protection policière, les temps ont changé. Les temps ont changé, il y a beaucoup, beaucoup plus de monde. Il y a maintenant des barrières. Les stars arrivent dans des limousines au vert teinté, on ne sait même pas qui est dedans. Elle s'arrête à côté de vous parce qu'il y a un embouteillage, mais vous ne la voyez pas. Donc, c'est plus le même plaisir. Les gens attendent pendant des heures sur le parvis et on a été obligé d'installer un très grand écran pour qu'ils puissent les voir vraiment en gros plan. Donc, c'est du cinéma à l'extérieur. Et je ne leur donne pas tort parce qu'il y a eu une démocratisation qui fait que ça n'est plus l'élégance, mais les temps peut-être ne se prêtent plus à ça. Et puis, les protections sont nécessaires. Et donc, vous avez maintenant, une star arrive sur les marches, vous avez sa propre protection. La protection du studio, la protection du festival, la protection de la ville de Cannes, la protection de la police nationale, chacun voulant être sur la photo avec la star. Et donc, vous n'arrivez plus à la voir, vous voyez que des policiers. Bon, je caricature évidemment, mais c'est un tout petit peu ça. Donc, c'est autre chose. Alors, en exact, dans votre très beau dictionnaire amoureux du Festival de Cannes, c'est pas seulement un dictionnaire amoureux du Festival de Cannes, c'est un dictionnaire amoureux du cinéma. Voilà. En fait. Vous avez dit exactement la chose qui... En réalité, ça devrait s'appeler le dictionnaire amoureux du cinéma mondial. Oui. Mais c'était pris. Parce qu'évidemment, vous parlez de Cannes, mais quand vous parlez des
Puis il aurait pu y avoir des bagarres et des blessés. Donc c'était pas faisable. Je pioche encore dans votre dictionnaire. Page 222, cris, huées, sifflets. Les les sifflets. Vous dites, alors vous les catégorisez en plusieurs, en trois séries, mais vous dites les sont un sport national des festivals de cinéma, particulièrement du Festival de Cannes. Un Festival de Cannes sans polémique et sans huée, ce n'est pas un vrai Festival de Cannes. C'est vrai. D'ailleurs, elle est quelquefois recherchée par les directeurs. Pas tellement mon prédécesseur, mais une bonne polémique peut aider un film à la condition que ce soit 50-50, les pour et les contre. Si c'est 90%, comme moi je l'ai eu pour La Lune dans le caniveau de mon ami Benex, alors là c'est dur à remonter ensuite à la sortie, au moment de la sortie du film. Mais les viennent aussi beaucoup de cabales qui sont faites par des attachés de presse de films concurrents, voire des concurrents qui n'admettent pas d'avoir été évincés ou qui essayent de nuire. Ça, c'est pas épatant comme attitude humaine. Mais malheureusement, le cinéma est ainsi fait. Encore un mot, jury. J'étais étonnée de voir que vous écrivez, il faut savoir sélectionner un jury qui ne va pas se tromper. Ça arrive que des jurys se trompent, et puis vous expliquez que certains cinéastes refusent de juger leur père. Oui. C'est plutôt élégant de leur part. Mais c'est des très grands cinéastes, Vajda, Sora, donc c'est des gens, même Buñuel, il n'a fini par accepter pour voir de l'intérieur comment ça se passait. Fellini aussi, vous citez Fellini, bien entendu, n'a jamais accepté. Bergman avait dit oui, puis s'est défilé. Donc en réalité, juger ses pairs, c'est une responsabilité morale que ne veulent pas prendre les immenses génies. Ce que je comprends très bien. Ils auront ceux qui sont jurés cette année à se prononcer, à choisir parmi la sélection officielle. Ce festival 2018, que nous prépare-t-il? Une riche sélection de nouvelles règles qui ne font pas plaisir à tout le monde, notamment aux journalistes, puisque les projections du matin seront annulées. Un festival 2018, évidemment, marqué par les 50 ans de mai 68. Regardez. J-4 avant le coup d'envoi de la 71e édition du Festival de Cannes. Cette année, 21 cinéastes ont été retenus en compétition officielle avec un mot d'ordre, le renouvellement générationnel. Près de la moitié sont des nouveaux entrants, dont le français Yann Gonzalez qui présente Un couteau dans le cœur avec Vanessa Paradis. Autre Frenchie, habitué du tapis rouge, Stéphane Brisé, qui revient avec En guerre, une nouvelle immersion dans le monde cruel du néolibéralisme, portée encore une fois par Vincent Lindon. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Déjà lauréat d'un prix d'interprétation pour La loi du marché. De retour également l'Iranien Asghar Farhadi, qui ouvrira le festival avec un thriller caliente, Everybody Knows. Notons la présence de 3 femmes dans ce cru 2018, la Française Eva Husson, la Libanaise Nadine Labaki et l'Italienne Alice Rohrwacher de retour en compétition. Enfin, 2 revenants de taille. L'Américain Spike Lee présente Black Landsman, un nouveau brûlot politique, et le Franco-Suisse Jean-Luc Godard, de nouveau en lice pour la Palme d'Or avec Le Livre d'images. Jean-Luc Godard, également à l'honneur sur l'affiche du festival avec Pierrot le Fou. Une bonne manière de rappeler qu'il y a 50 ans, l'édition de mai 1968 avait été interrompue par les trublions de la Nouvelle Vague. 50 ans, c'est aussi l'âge de la quinzaine des réalisateurs qui s'offrent pour l'occasion Nicolas Cage à l'affiche d'un film canadien Mandy. 20 cinéastes sont en compétition avec ici aussi une belle présence du cinéma français. Romain Gavras avec Le monde est à toi au prestigieux casting, Pierre Salvadori, Philippe Faucon, Guillaume Niclou, Gaspard Noé et une jeune réalisatrice, Marie Monge. Soulignons la promesse de belles surprises du côté des films présentés hors compétition. Solo, le spin-off de Star Wars réalisé par Ron Howard. The House That Jack Built qui signe le retour de Lars von Trier. Et enfin le Don Quichotte de Terry Gilliam, son film jusque-là maudit qui clôturera cette nouvelle édition. Bon festival! Alors, je reviens d'un mot sur les jurés, le jury, puisque là, voilà, on a vu la sélection et ce qu'on en attend. Vous dites, ça arrive que des jurys se trompent, et c'est compliqué de composer un jury. C'est très compliqué, parce que vous avez des critères qui sont les suivants. Vous devez prendre des gens de générations différentes, de sexes différents, de professions différentes et de pays différents. Et essayer qu'ils s'entendent entre eux. Un bon jury, c'est celui qui, à la fin, échangent ses cartes de visite et se revoient ensuite, ils sont devenus amis. Ça n'arrive pas souvent, parce qu'il se crée des
des amitiés, des petits clans, etc. Et c'est très, très compliqué. En réalité, c'est pas grave que la Palme d'Or ne soit pas attribuée. D'ailleurs, elle est souvent attribuée au film qui n'est pas le meilleur du réalisateur en question. Ce qui est important, c'est que les 5 meilleurs films sur 20 se trouvent quelque part au palmarès, à un endroit quelconque. Là, c'est réussi. Sinon, c'est perdu. Alors, cette année, le retour de Jean-Luc Godard, en tout cas dans la sélection. On ne sait pas s'il viendra sur la Croisette. Est-ce que vous avez été marqué par des choix de la programmation du festival cette année, pour cette année? Je suis ravi que Jean-Luc revienne avec un film qui, d'après ce que je comprends, est la suite d'Histoire de cinéma, qui est un chef-d'œuvre absolu, où il mélange absolument tous les genres, toutes les histoires, dans sa manière à lui. Enfin, il est à part. Godard est à part, comme Bresson était à part, comme Tati était à part. C'est autre chose, c'est une planète qui évolue autour du monde du cinéma, dans son coin. Vous savez, Godard, qui n'est pas tellement apprécié en France par certains, d'ailleurs ses films ne font pas tellement d'entrées, c'est la raison pour laquelle il fait des tout petits formats, est étudié dans le monde entier, dans toutes les universités. Partout, il y a des expositions, des films sur Godard. C'est un grand artiste. Voilà. C'est un grand artiste. C'est un artiste même au-delà du cinéma. De nouvelles règles à Cannes, on ne l'a pas forcément évoqué dans ce sujet, mais de nouvelles règles à Cannes, notamment pour les films que les journalistes ne pourront pas voir le matin, comme c'était le cas avant. Alors là, je dois vous dire que je suis rêveur, car Cannes est un festival de médias, et particulièrement de presse écrite. Alors ça ne dérange pas sur Internet, puisque c'est immédiat. Mais la fabrication des journaux est telle que si vous faites venir une star le lundi matin et que vous ne montrez son film à la presse que le mardi et que ça n'est dans le journal que le mercredi, il ne va rien faire pendant 2 jours. Il sera reparti avant. Donc il y a un problème. Bon, je pense qu'ils reviendront là-dessus l'année suivante, mais comme ils l'ont décidé, on ne veut pas annuler une chose. C'est un peu hâtivement fait. Il y a quelque chose sur laquelle l'organisation du festival en reviendra peut-être, c'est la non-sélection des films Netflix qui donc ne sortiront pas en salle. Vous êtes un homme de cinéma depuis tant d'années. Vous avez vu le cinéma évoluer, vous l'avez vu progresser. Vous voyez la nouvelle offre de cinéma. On est ici sur un site de cinéma sur Internet. Est-ce que vous pensez que c'est un combat d'arrière-garde de se dire on ne sélectionne pas des films qui ne sortent pas en salle? Je pense que l'erreur vient de l'année d'avant. L'année dernière, on a mis 2 films Netflix en compétition de manière un peu arbitraire et presque un peu brutale. Et ça a fait des remous dans la profession qui ont failli coûter d'ailleurs cher. Moi, je connais très très bien les patrons américains depuis très longtemps. Ce sont des gens très durs qui ne renvoient jamais l'ascenseur, qui ne respectent pas forcément leurs paroles, mais il se trouve que ces gens-là mettent un argent fou à de grands artistes. Je pense Scorsese, qui va avoir 50 millions de dollars pour faire un film. Moi, j'ai envie de le voir. Donc, le cinéma évolue en même temps que le monde évolue. Il faut en tenir compte. Si on avait mis hors compétition un film l'année dernière et qu'on monte plus tard en compétition, le type aurait accepté. Le faire redescendre, ça ne marche pas. Donc, on a un problème, on a un conflit qui va se régler tôt ou tard, mais qui se réglera par ou un aménagement de la chronologie des médias. Vous savez que avant de sortir un film, il faut que... etc. Ou bien par l'acceptation par Netflix de donner un film dans ces conditions-là. Ils ne le feront pas. Je vous en fiche mon billet. Donc, par conséquent, on sera obligé de céder. C'est dommage. Merci beaucoup, Gilles Jacob, d'avoir été avec nous, nous avoir parlé de votre amour du cinéma. Je rappelle, Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes aux éditions Plomb. Je vous souhaite un très beau festival. Ça va être votre combienième, du coup? Je ne sais plus. Vous ne savez plus, on va compter 2018, moi 1964. Merci en tout cas. On va vous retrouver avec plaisir sur la Croisette. Et puis, j'espère que vous nous direz en aparté vos pronostics au fil du déroulement du festival. Volontiers. Vous restez avec nous le temps qu'on présente notre film de la semaine sur cinéma.com avec Stéphane Charby. Bonjour Stéphane. Bonjour Audrey, bonjour Gilles Jacob. Bonjour. J'ai une question pour commencer cette petite chronique. Je ne sais pas ce qui préside chez vous au choix d'un film. Pour certains, c'est le nom d'un réalisateur. Pour d'autres, c'est le sujet. Pour d'autres, c'est la distribution. Pour vous, ça serait quoi ? L'émotion jointe à la qualité artistique.
Oui, mais au départ, vous ne savez pas s'il va y avoir de l'émotion. Ah non, bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait que vous allez voir un film? Ah, mais vous voulez dire pour mon métier ou comme spectateur? Comme spectateur. Ah, comme spectateur. Pour votre gouverne. Alors, ou bien je connais la personne, je l'apprécie et j'ai envie d'aller voir un nouveau chapitre de son œuvre, ou bien je vais à la découverte, comme vous, quand vous allez dans un restaurant. Alors, pour moi, le premier indice de l'histoire qu'on va me raconter, et ce à quoi j'attache beaucoup d'importance, c'est le titre du film. Le titre du film qu'on présente aujourd'hui, c'est Missing. C'est pas le Missing de Costa Gavras. Non, Missing, c'est un film coréen. Je vais essayer de ne pas abîmer le nom de sa réalisatrice, Hong Hae-lee. Missing, en anglais, on peut le traduire par avis de recherche. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Un homme et une femme sont en procédure de divorce et ils se battent pour la garde de leur enfant. La femme est extrêmement occupée par son travail et elle délaisse son enfant. Elle le confie à une nourrice toute la journée, une nourrice chinoise. Mais un jour, la nourrice va disparaître avec l'enfant. Je vous propose qu'on découvre la bande-annonce. 퇴근하고 집에 왔더니 저희 애기랑 이모가 없어서요. 전화도 꺼져 있고. 부모 사진이랑 애 사진이랑 한번 봅시다. 있었는데 이 신분증도 가짜였어? 내일 아침에 나가서 안 돌아왔어. 그 여자 좀 이상해. 언제라고? 언제 그랬다고? 저한테 솔직히 얘기해야 돼요. 둘이 짜고 애 빼돌린 거라고요. 누구 말을 믿으시는 거예요? 아주머니 조카잖아요. 혹시 아시는 게 맞나 해서. 조카 아니에요. 그냥 나 소개만 시켜주면 돈 준다길래. 잠깐만요. 당신 한매 아는 사람이지? 제가 찾을 거예요. 사랑이 어딨어? 야, 이지선 씨 수배 때려야 되겠다. 아니, 덜큰 하나라도 건드렸어. 내가 죽여버릴 거야. 가만 안 둘 거야. 진짜 죽여버릴 거야! Missing, c'est donc la lutte d'une mère pour retrouver son enfant. Mais le titre original, et c'est là où c'est intéressant, c'est Missing Woman. Une femme disparaît. Et alors là, ça prend une autre dimension. Parce que la femme qui disparaît, on pense bien évidemment à la nourrice. Quel secret se cache derrière sa disparition? Et là, il y a un petit quelque chose de Curtis Hanson quand il filme La main sur le berceau. Vous savez, cet élément étranger qui va s'introduire dans la famille et qui va en bousculer tout l'équilibre. Mais Missing, c'est aussi le combat de cette mère qui va lutter contre elle-même pour reconquérir un bonheur auquel elle ne prêtait plus attention. Missing, c'est donc un double film d'enquête pour interroger quoi, Gilles Jacob? Nos existences. C'est pour ça qu'on vous le recommande. Merci Stéphane. Une femme disparaît, c'est un Hitchcock aussi, non? Oui, exactement. Gilles Jacob est bien placé pour me le confirmer. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci. Le cinéma continue sur escinema.com. On se retrouve à Cannes samedi prochain pour Cannes, 14h. Excellente journée, très bon film, à bientôt. Je vous le picoderai. Mais pas longtemps.